Je suis donc de Salespis et je voudrais vous parler d'un document qui m'a été remis par une dame née à Salespis en 1922 et qui vit toujours. Seulement, elle ne parlera pas en public. Alors, elle m'a proposé ce document-là et je voudrais lui faire hommage et lui dire merci pour ce document en parlant donc au public. C'est manuscrit, c'est fait donc de sa main. Alors, je vais simplement lire quelques passages. Alors, elle a un petit passage sur la société. Le point de mire du village, pour nous enfants, c'était le château avec son mystère. Ne racontait-on pas qu'il y avait un tunnel qui partait de là? Son orangerie, son allée bordée d'orangers et de citronniers à la belle saison faisait rêver, son grand étang avec des canards aux belles plumes et ses centaines de grenouilles que l'on entendait jusqu'au bas de la colline les soirs de printemps intrigués. C'était encore la belle époque. Je me souviens d'être allé au moins 2 fois avec mes parents et grands-parents maternels voir l'arrivée en calèche des barons de Sceaux-de-Navaille, Gaujac et Amou pour des réceptions. Nous nous dissimulions derrière les verdures pour assister à la descente des belles dames, si bien habillées, si différentes de nous, en tablier et en sabots. Et le cours de tennis, quelle attraction! Voir évoluer ces jeunes. Il n'y avait pas de revue à l'époque, ni d'argent pour les acheter. Voilà, un premier passage. Salespis est relié à Orthès par le tram à vapeur avec ses 2 compartiments, le wagon de première classe bien fermé, vitré, avec ses banquettes capitonnées et ses dossiers couverts de dentelle, réservés à la bourgeoisie. Je me revois, enfant, attiré par cet endroit, occupé par la baronne de Sotte, et ma grand-mère me tirant plus fort vers le wagon au siège en bois, au milieu des corbeilles de poulet et de paniers d'œufs, me souffler à l'oreille « et le pète ». Ceci pour me dissuader d'entrer. Un autre passage sur les superstitions et les peurs. Dans la population âgée, pour la majorité illettrée, les superstitions demeuraient. Ainsi, ma grand-mère appréhendait le rassemblement d'épis, oiseaux de mauvais augure, d'après elle, qui venaient jacasser auprès de la maison. Il en était de même pour la chouette qui ululait la nuit sur les toits. Lorsqu'en été, au mois d'août, par les belles nuits étoilées, il y avait des pluies d'étoiles filantes, c'était la panique. L'été 1914, il y avait eu des pluies d'étoiles remarquables, ainsi qu'une éclipse totale de soleil. Tous ces phénomènes inexpliqués pour la masse paysanne étaient restés précurseurs de malheur. Et on sait de quoi elle parlait, puisque le malheur de la guerre de 14 était arrivé quelques jours après. L'habitat. À mes yeux, Marie-Rose, c'est le nom de cette dame, était dans une maison de métayer. Alors, elle explique un peu comment, elle décrit un peu sa maison. À mes yeux, l'habitat restait immuable depuis la fin du siècle précédent, le 19e. Les petits propriétaires avaient des maisons coquettes à mes yeux, plusieurs pièces, larges fenêtres à rideaux, volets peints, des fleurs. Je parlerai de la mienne, qui ressemblait à celle de mes 2 premiers voisins, métayers également. À l'époque actuelle, elle serait classée insalubre. Une petite lucarne de 35 cm environ sur 75 laissait rentrer un peu de lumière dans la cuisine qui restait la pièce principale. Des premiers beaux jours jusqu'au premier froid, la porte restait large ouverte pour y voir clair. L'été, une moustiquaire en coton ajouré empêchait quelques mouches de rentrer. Le sol de béton grossier, non lissé, aux agrégats apparents, était lavé à grande eau. Les murs entorchis, tous gondolés, blanchis à la chaux tous les ans, séparaient cette pièce d'un côté de la grange et les tables, de l'autre de la porcherie et la volière. Le plafond, de grosses planches mal équarries et mal ajustées, supportait la récolte de maïs. Il n'était pas rare de voir une famille de souris se promener sur la poutre maîtresse, malgré la présence de 2 ou 3 chats. Les chambres, 2 pour 7 personnes, n'étaient pas mieux éclairées que la cuisine. Les meubles, réduits à l'indispensable, étaient simples, rustiques.
Les grands-parents n'ont jamais eu de matelas en laine dans leur lit. Il s'agit donc de la période de 1922 à 1940. Les grands-parents n'ont jamais eu de matelas en laine dans leur lit. Sur le sommier, il y avait la paillasse, enveloppe de coton avec 2 larges boutonnières sur les côtés. Celle-ci était remplie de longues herbes sèches, probablement du chien-dent, que l'on ramassait à l'automne dans les touillas et qu'on renouvelait tous les ans. Le matin, on plongeait les bras dans la paillasse et on repartissait uniformément ces herbes. Sur la paillasse, la couette en plume d'oie ou de canard d'une quinzaine de centimètres d'épais devenait la partie confortable du lit. L'hiver, on se chauffait devant l'âtre. Les meilleures places à l'abri des courants d'air étaient réservées aux aïeux. On s'éclairait et on faisait les devoirs scolaires à la flamme vacillante de la bougie ou fumeuse de la lampe à pétrole. Les lampes à carbure sont apparues plus tard. L'eau, soi-disant potable, était fournie par un puits, creusé par mon père. La nappe phréatique se trouvait à 5 ou 6 mètres du sol. Ce puits fournissait toute l'eau nécessaire aux besoins ménagers, au bétail, à l'arrosage du jardin. Les 3 fermes voisines étaient alimentées par des sources distantes de la maison. Les fleurs à l'époque étaient rares. Seuls quelques lilas, rosiers, géraniums provenaient des boutures que l'on échangeait. Et je pourrais peut-être continuer avec le fléau du siècle qui était la tuberculose. Nous ne connaissions de cette maladie ou poitrinaire, oui, nous ne connaissions de cette maladie que ce que l'instituteur nous apprenait en cours d'hygiène, cause, effet, conduite à tenir en présence d'un malade. J'ai connu 5 personnes mortes jeunes de cette maladie pendant mon enfance. Un camarade de classe avait perdu ses parents très jeunes. La visite d'un médecin représentait une somme élevée. Il n'y avait ni sécurité sociale, ni assurance quelconque à l'époque. Aussi ne l'appelle-t-on que lorsque le cas était bien grave. Un métayer avait dû vendre une vache pour pouvoir aller se faire opérer à l'hôpital d'Orthès. Cela m'avait beaucoup marqué. On se soignait souvent avec les remèdes de grand-mère, friction, ventouse, tisane. Les anciens connaissaient les simples et leurs vertus. Ainsi, tous les ans, les grands-parents faisaient une cure de petites centaurées. La grand-mère, pour combattre les douleurs de genoux, appliquait des compresses de cendre chaude retenues dans une vieille chaussette ou un bout de chiffon. Le meilleur souvenir, c'est le lait chaud au caramel en cas de rhume. On chauffait à blanc les pincettes dans des braises ardentes. Ensuite, on faisait caraméliser 2 ou 3 morceaux de sucre au-dessus du bol de lait et on buvait très chaud. On avait recours aussi au porteur en cas de zone. Voilà une chose à raconter. Qu'est-ce que c'était que de se faire porter quand on avait certaines maladies, et notamment le zona. Au rebouteux, au sorcier de Balançon. Celui-ci avait des dons pour faire expulser les vers des enfants avec une prière et une potion magique. Le magnétiseur attirait aussi pas mal de clients. La personne donc de Salespis parle de la période de 1922 à 1940. Je le précise. Elle nous parle un peu de la nourriture. La nourriture était fournie presque exclusivement par la ferme. Fruits et légumes de saison, produits de la basse-cour, cochons et canards, des salaisons de l'année agrémentaient notre table. La soupe ou garbure était le plat de résistance que l'on prenait midi et soir. Hiver comme été, les anciens, édentés, appréciaient les morceaux de lard cuits longuement. Le dimanche, plat de fête, c'était souvent le poulet rôti. La cuisine était simple, rustique, transmise à travers les générations. Le poisson consistait en quelques boîtes de sardines à l'huile, les sardines à la saumure et la morue salée que l'on mangeait pendant le carême. Il arrivait parfois, malheureusement, qu'une vache ou une génisse s'accidente dans les pâturages, alors la solidarité jouait. Pour limiter la perte, un homme du village, expert en la matière, un boucher dirait-on, venait abattre la bête et procéder au dépeçage et à la vente immédiate de la viande. C'était une occasion de manger de la viande rouge. Le recours au boucher était rare parce que coûteux et la conservation était un problème.
La goudale ou chabreau était réservé aux hommes, c'est-à-dire mélanger du vin dans l'assiette de soupe. Quel régal pour eux, ce vin chaud. Ils s'en lissaient avec plaisir les moustaches. L'école n'avait pas encore sa cantine. Les enfants éloignés mangeaient dans le froid une tartine de pain avec une tranche de jambon ou de l'omelette ou simplement une barre de chocolat. Il existait du chocolat. Nous étions plus gâtés. Les jours de mauvais temps, maman nous portait le repas, soupe, plus viande et légumes chauds. Nous sortions des chaises de l'église et nous savourions le tout sous le porche, confortablement installé. Un autre petit paragraphe sur les distractions. Peu de choses nous satisfaisaient. Le cinéma, la radio n'existaient pas. La première bibliothèque avait été créée par M. Lagarde, instituteur. Je dévorais les livres et pour compléter ma soif de lecture, je demandais des livres pour mon père, ce qui n'était toujours pas approprié à mon âge. Rien de porno à l'époque. Mon père, placé domestique à 7 ans, avait appris à lire et à écrire phonétiquement au régiment. L'instituteur avait essayé d'amener un cinéma ambulant, mais cela n'avait duré que quelques séances. Pourquoi ? Il ne restait donc plus que les fêtes familiales et celles des récoltes pour nous distraire. La fête locale toujours à la Saint-Jean vers la mi-juin. Attirer la jeunesse des villages voisins. Le dimanche, sauf en période de fenaison, les hommes quittaient leurs vêtements de travail et assistaient à la messe, histoire de retrouver les copains, discuter des événements et surtout finir la journée au quillet. Au quillet, c'est l'endroit où on jouait aux quilles, de la mère Fazencieux ou dans des parties de cartes interminables. Souvent, ils mangeaient sur place, tant le jeu était prenant. Tout l'après-midi, le quillet résonnait des coups de boule abattant les quilles de neuf. Oh, je peux continuer avec la battère. L'arrivée de la batteuse était attendue avec impatience pour battre toute la moisson. Journée éprouvante pour les femmes qui devaient préparer à manger pour tous ces hommes, collation du matin, repas copieux du midi et du soir souvent. Journée fatigante pour les hommes qui travaillaient dans la chaleur, le bruit, la poussière. Mais le soir venu, c'était la fête. Dans la grange vide maintenant, les repas traînaient et les chants commençaient. Nous, les enfants, juchés sur les sacs de grains, nous écoutions admiratifs ces belles voix d'hommes. Tout le répertoire y passait, les chants de guerre, la Madelon, le régiment de Sambre-et-Meuse, l'Océo de Pau, la Dacoise, les Pyrénées, Deus Pastus à l'Umbrette, etc. Que de bons moments simples et chaleureux. Au fil des saisons suivaient les vendanges et les desperruquères. Tous nous étions partants, jeunes et moins jeunes, pour aller dépouiller le maïs. On se réunissait à tour de rôle chez les voisins, on travaillait, on chantait, on racontait des histoires drôles, parfois assez grivoises. La soirée se terminait par la collation, invariablement sardines à l'huile, fromage, châtaignes grillées, les irols, comme on dit en patois, le tout arrosé du bourrette de l'année. Parfois, sur le chemin du retour, des mauvais plaisants avaient disposé, pour nous effrayer, des citrouilles creusées en forme de face humaine dans laquelle brûlait une bougie. C'était assez macabre dans la nuit. La haille de Noël. Nous étions toujours excités la veille de Noël à l'idée du grand feu qu'on allait allumer pour que le Père Noël repère les maisons où il y avait des enfants à gâter. Tous les élagages des haies qui séparaient les parcelles de terrain, disparues depuis l'arrivée des tracteurs, étaient rassemblés en une énorme meule près de la maison. À la tombée de la nuit, on l'allumait et l'alimentait sans arrêt. Partout, dans le haut du village, donc du village de Salespis, sur les coteaux de Bonnegarde, on voyait ces grandes lumières. C'était la joie de l'attente de peu de choses. Je n'ai pas souvenance d'avoir eu des jouets. À l'époque, nous inventions.